Tous les jours, depuis une dizaine d'années, mon amie Loretta me sert un grand café noir sans sucre. Aujourd'hui, elle m'a bien servi un café noir, mais il était horriblement sucré. C'était écœurant. Alors, naturellement, je viens me plaindre. I like to play with things a while before annihilation. Pathetic earthlings! Who can save you now? Strange object imaged in the Imperial Vortex. ¿Qué hace falta casarme? Tu padre lleva 2 semanas en el hospital. ¿No quieres hablar conmigo? Sealed maps, man! ¿Tienes el menú? No, la tengo en manos. Bonjour à tous dans ce magazine cinéma du 20 avril 2016. Il est à ma montre 12h38 et il y a beaucoup de choses qu'on va dire. On va d'abord parler d'une information capitale, la sélection du prochain festival de Cannes. Je reçois un invité de prestige, j'ai envie de dire, Monsieur Clément du Béarn, humoriste, comédien. Bonjour. Bonjour. Qui vient nous présenter son spectacle qui va commencer à jouer la semaine prochaine. Tout à fait. Et enfin, nous terminerons avec notre habituelle chronique anniversaire où la semaine dernière on avait parlé d'un réalisateur, cette semaine on va parler d'un film, mais aussi de son réalisateur. Vous allez voir, ça va être très important pour la suite. Alors, des réalisateurs habitués de la croisette comme Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch ou les frères Dardenne pourraient figurer dans la compétition du 69e Festival de Cannes, dont la sélection promet de mettre les Américains sous les projecteurs. Alors que les Français et les Italiens avaient été bien représentés l'an dernier, le plus grand rendez-vous mondial du 7e art compte cette année parmi ses favoris les Américains Sean Penn, Jim Jarmusch ou Jeff Nichols. Le premier pourrait présenter The Last Face, romance sur fond d'humanitaire avec Charlize Theron, Javier Bardem et Adèle Exarchopoulos. Très difficile à dire, de l'actrice de la vie d'Adèle. Laisse-moi deviner, elle est grecque. Voilà. Ouais. Franco-grec. 3 ans après avoir été dans la course avec Only Lover Left Alive, Jim Jarmusch pourrait quant à lui revenir pour Patterson avec Adam Driver, qui a joué dans Star Wars Le Réveil de la Force, en chauffeur de bus. Chauffeur de bus, pas dans Star Wars. Hein. D'accord, ok. Voilà, je comprenais pas là. Ouais, voilà, c'est pour ça, je précise. Jeff Nichols en lice en 2012 avec Mud pourrait être là pour Loving sur un couple confronté au racisme en Virginie dans les années 50. Hors compétition, Spielberg devrait monter les marches pour Le Bon Gros Géant, son adaptation du roman de Roald Dahl. Jodie Foster devrait faire de même pour Money Monster avec Julia Roberts et George Clooney. Le Canadien Xavier Dolan, prix du jury en 2014 pour Mommy, pourrait aussi monter les marches pour Juste la fin du monde, drame familial avec une pléiade de stars dont Marion Cotillard, Vincent Cassel et Léa Seydoux. Certainement moins présent que l'an dernier, les Français ne devraient pas manquer à l'appel. Olivier Azayas dans la course, il y a 2 ans pour Sils Maria, a de bonnes chances de revenir avec Personal Shopper, histoire de fantôme dans le milieu de la mode avec Kristen Stewart. Serait également bien placé Alain Giraudy, l'inconnu du lac, pour Rester vertical, Bruno Dumont pour Maloute, avec Fabrice Lucchini, Juliette Binoche et Valéria Bruni Tedeschi et Arnaud Despalières pour Michael Conlas, pour Orpheline. Excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Non, Arnaud Despalières, avait joué dans Michael Colas et tous ses acteurs sont pour le film Orpheline, avec Adèle Hanel et Adèle Exarchopoulos encore, ou Stéphane Brisé, qui avait joué dans La Loi du Marché pour Une vie. L'Espagnol Pedro Almodóvar, qui a dû annuler une partie de sa promotion en Espagne à cause du scandale de Panama Papers, est attendu avec Julieta, déjà sortie dans son pays. Sera-t-il retenu en compétition ou présenté hors compétition ? Les frères Dardenne, 2 fois Palme d'Or, pourraient quant à eux tenter un triplé pour La fille inconnue avec Adèle Haenel, tout comme le Serbe Emir Kusturica pour On the Milky Road avec Monica Bellucci. Sont aussi attendus le réalisateur de Basic Instinct, Paul Verhoeven pour Elle avec Isabelle Huppert, le Danois Nicolas Winding Refn pour The Neon Demon avec Elle Fanning, le Roumain Christian Mungo pour Photo de famille, l'Italien Marco Bellocchio pour Fait de beaux rêves, et le Britannique Ken Loach pour I, Daniel Blake. Maintenant, on va passer à la petite interview avec mon invité du jour, que comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de Monsieur Clément du Béarn, qui vient aujourd'hui nous parler et nous présenter son spectacle. Clément part en saison.
Alors, je crois que c'est un spectacle autobiographique, n'est-il pas? Tout à fait, ouais, ouais, ça parle beaucoup de moi. Voilà. Alors, je parle essentiellement dans ce spectacle de mon expérience de gentil organisateur au Club Méditerranée. Voilà, donc là, il y a pléiade de personnages qui interviennent et voilà, que dire d'autre? Venez le voir. Alors, vous êtes déjà complet, vous m'avez dit. Oui, voilà, malheureusement, la première date, donc le lundi 25 avril, c'est déjà complet. Pour l'instant, j'ai pas encore d'autres dates programmées, mais très prochainement, toutes les infos arriveront sur ma page Facebook. Voilà, vous pouvez me retrouver donc sinon les jeudis soirs pour les scènes ouvertes bordelaises à la Drôle de Scène, les scènes du Gavé Style. Et puis on espère que c'est le début d'une belle aventure. Bon, on l'espère pour vous aussi. Merci. Alors, vous êtes aussi comédien, vous avez joué dans plusieurs courts-métrages, notamment pour le Kino Session. Exactement, ouais, j'ai fait quelques courts-métrages pour Kino Session. J'ai joué aussi dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, oui. Quel rôle? Je jouais un orque à la 72e minute dans les 2 tours. Il y en a un qui se fait trancher la gorge, voilà. Tu vois à peu près. Ouais, je vois. Ah, voilà, c'est moi. Voilà. Je suis pas fan du Seigneur des Anneaux, donc je me remets mal. D'accord, très bien. C'était il y a longtemps. Oui, oui. Vous étiez bourré. Exactement, voilà. Voilà. Donc, comme ici on est là pour parler cinéma, j'aimerais savoir s'il y a des gens du cinéma ou de la scène qui vous ont inspiré pour qui vous inspirent pour votre jeu de comédien en général, que ce soit dans des films, dans les courts-métrages ou sur scène, ou des comédiens qui vous inspirent pour votre écriture. Alors, pour mon jeu de scène, comme c'est un spectacle, c'est un one-man show, je m'inspire essentiellement d'humoristes déjà connus, confirmés. Moi, j'ai été élevé avec les best-of de Coluche, Pierre Desproges, voilà, les références un peu de l'époque de mes parents. Vous pouvez les remercier. Hein. Oui, je peux, mais on le fera pas. Voilà. Il y en a qui ont été élevés avec C. Jérôme, mais qui s'en plaignent pas. Ah, pas de bol. Voilà. Non, après le premier vrai gros artiste que j'ai vu sur scène, c'était Jean-Marie Bigard. À la patinoire Mériadec, donc je devais avoir j'étais jeune quand même, j'avais 7-8 ans. Ouais, c'est c'est assez violent pour un gamin de cet âge, mais il y a eu des répercussions. Exactement, malheureusement, il y a des séquelles. C'était pour quel spectacle? Pour Bigard met le paquet? Exactement, Bigard met le paquet, ouais. C'est marrant, c'est le premier que j'ai vu en DVD. C'est comme ça que j'ai découvert Bigard, je devais avoir 11 ans, je crois. Moi, j'étais pas plus vieux. Ouais, j'étais à peu près un petit peu plus jeune quand même. Hein. Donc voilà, des sketchs classiques aujourd'hui, comme le fameux lâcher de salope, ce genre de choses. Alors, je vais moins loin que Bigard sur scène, mais mon spectacle est quand même déconseillé aux moins de 16 ans. D'accord. Voilà. Il y a pas mal de langage cru, de crudité, comme j'aime bien dire. J'ai eu la chance de vous voir plusieurs fois lors de ce fameux Gavé Style avec des comédiens remarquables, notamment un comédien qui s'appelle Franck Planchon, je crois, qui est excellent. Ce garçon a beaucoup de talent. Hashtag autopromo. Voilà. Non, pour être plus sérieux, je vous ai vu jouer des sketchs qui m'ont fait très rire, très sincèrement. Et c'est gentil. C'est pas réciproque, mais c'est gentil. Bon, on va s'arrêter là. Merci à tous. Non, je rigole. Non, plus sérieusement et plus sincèrement, vraiment, ces sketchs m'ont fait très rire. Et, alors tu vas me dire si c'est vrai. Ouais. J'ai senti une inspiration à la Franck Dubosc, un petit peu. Cette sorte de séducteur très. Il y a un côté. C'est vrai qu'au début, quand j'ai démarré très rapidement, alors j'ai un personnage de connard. Quand même attachant sur scène. Et c'est vrai que très rapidement, on a commencé à me comparer au séducteur de Franck Dubosc, cette espèce de loser un petit peu. Et j'ai essayé de m'en affranchir assez vite parce que malheureusement, je n'aime pas Franck Dubosc. Je suis désolé, je respecte totalement ce qu'il fait. Je ne suis je suis pas hyper fan. Mais je comprends qu'on puisse faire la comparaison. J'ai essayé de nuancer quand même un petit peu ce personnage, de lui donner
un côté un petit peu plus réaliste et un petit peu moins loser que Franck Dubosc. Mais on essaie toujours quand même de garder le cap sur l'autodérision. Hein. C'est un petit peu la base. Voilà. Pour finir, qu'est-ce qui vous a motivé à monter sur scène ? Alors, ce qui m'a motivé, j'ai toujours été assez près de la scène. J'ai fait pas mal de théâtre quand j'étais jeune, au collège, au lycée. Quand j'ai eu le bac, j'ai mis tout ça de côté. Et très rapidement, je suis parti travailler donc au Club Med. Et là, c'est pareil. Hein. Tous les soirs, c'était du spectacle, c'était du costume, des paillettes, des strass. C'était assez extraordinaire quand même. Alors, après, c'était pas du one-man show au club. C'était beaucoup de spectacles de danse. On m'a beaucoup appris à bouger sur scène au club. Et quand j'ai arrêté donc cette carrière de géo, pendant un petit moment, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et puis la réponse s'est imposée d'elle-même. Hein. Je me suis dit, je veux continuer à être sur scène, je veux raconter cette histoire, je veux faire partager au public, je veux les emmener, je veux les faire voyager au club avec moi, tout en restant assis sur leur strapontin. Donc voilà, très rapidement, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs. J'ai mis un petit peu de temps à me décider, et en fait, c'est en tournant avec une amie commune, Tiffany Bito, qui a son one-man show également. Voilà, et qui sera avec nous la semaine prochaine, voilà. Avec Jean Cordier. Très bien. Voilà, je lui fais même pas sa promo, donc elle la fera toute seule. J'ai tourné un petit court-métrage avec Tiffany, et elle est secrétaire de l'association Rire à Bordeaux, qui organise les scènes ouvertes Gavé Style. Et je lui ai demandé si je pouvais faire un passage, et elle m'a dit oui, avec grand plaisir. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes propres textes sur scène. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous à ce micro. Je te remercie également. Peut-être un petit conseil très rapidement. Si peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute, qui aimerait monter sur scène, mais qui ne se sent pas qui ne se sent pas avoir les armes, ou qui ne sait pas par où commencer, juste un mot pour un dire. mot. Ouais. Alors, en un mot, ça va être compliqué. Alors une phrase. Une phrase très rapidement. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de formation pour monter sur scène et faire du one-man show, être humoriste. Il y a des formations théâtrales, le cours Florent, tout ça. Quand on vient de la province, c'est la seule qu'on connaît. Le meilleur moyen, c'est d'y aller. On n'est jamais prêt au départ. On n'est jamais parfait la première fois. Donc, faut pas avoir peur de se planter. Faut y aller véritablement. Et puis, c'est comme ça qu'on s'améliore. Voilà. Eh bien, je vous remercie encore une fois. Et pour plus d'informations, vous pouvez retrouver Clément sur sa page Facebook. Clément Dubéarn sur Facebook, ou alors avec le spectacle Clément part en saison sur Facebook. Il y a encore l'événement, même si c'est complet. Il y en aura d'autres très prochainement, je vous le promets. Voilà. Moi, en tout cas, je suis très impatient de le voir. J'espère avoir la chance de venir te voir. Je vais pas me cacher, je vais te tutoyer puisqu'on est amis. Donc, ouais, on peut. Voilà. Enfin, je crois qu'on est amis. Tu crois ? Ouais. Hein ? Je sais pas si c'est réciproque. Bon, ok, d'accord. C'était sympa. Non, j'espère avoir la chance de venir te voir, puisque comme je t'ai dit, j'aime beaucoup tes sketchs, et je pense que là, tu as de l'or entre les mains. J'espère aussi. Merci à toi. Et quelle magnifique transition, de l'or entre les mains, pour parler de ce film. Il est formidable, il est incroyable. Géniale transition, mais oui, elle vient de loin celle-là. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un de mes films préférés, sorti le 6 décembre 1990 aux États-Unis et en France, le 10 avril 1991. Oui, l'anniversaire concorde jamais sur les dates. Ah oui. À cause du décalage horaire. Ça fait quoi ? C'est 25 ans, c'est ça ? Ouais. Non, mais anniversaire, avril et tout. Bon. Ah, ok. Alors, petite musique pour vous remettre dans l'ambiance. Ah oui. Et non, on ne va pas parler de cette vieille pub pour Chanel numéro 5 qui était sortie dans les années 90. On a les mêmes références. Non, mais je pensais pas à ça du tout. Hein, mais t'as raison, c'est vrai, ils avaient fait une pub avec ça. Mais on va bien parler de Édouard aux mains d'argent, réalisé par Tim Burton. Ah bon ? Ouais. Alors revenons en arrière. Il était une fois un petit garçon de la Californie, vivant en pleine banlieue, qui n'aimait pas jouer avec les enfants de son âge,
mais plutôt de regarder des films fantastiques comme Godzilla ou Frankenstein, les films de la Hammer, une société de production spécialisée en films d'horreur et de monstres, et en particulier ceux avec Vincent Price. Outre le cinéma, il est passionné par le dessin. Il gagnera d'ailleurs un concours organisé pour décorer les camions de sa ville. Quelques années plus tard, ce petit garçon du beau nom de Tim Burton se tourne vers l'animation et part étudier à la California Institute of Arts, où ont travaillé d'autres réalisateurs comme Michel Oslo, Sofia Coppola ou John Lasseter, le fondateur de Pixar. Puis en 1979, il est embauché par les studios Disney. Il réalisera pour 2 films, il travaillera sur 2 films, Taram et le chaudron magique et Rox et Rocky. Burton ne se sentant pas à l'aise, le studio n'aime pas ses dessins et Burton n'aime pas leur façon de travailler. Il parvient quand même à réaliser ses premiers courts-métrages, Vincent et Frankenweenie. Mais les studios, effrayés par la noirceur de ces courts-métrages, ne les diffusent pas et mettent les films au placard. Nous, simples spectateurs que nous sommes, avons dû attendre la sortie en DVD de L'étrange Noël de Monsieur Jack pour découvrir ces films dans les bonus du DVD. C'est vrai que c'est un Disney, L'étrange Noël de Mr. Jack. C'est produit par Disney, C'est oui. produit par Disney. Ce n'est pas réalisé par Burton, c'est réalisé par... Ah ben tiens, j'ai plus le nom, mais c'est le réalisateur aussi de Caroline et de James et la pêche géante. Oula, alors là, tu m'en demandes trop, là. Voilà. Démerde-toi tout seul. Hein. Mais en fait, Burton a écrit le poème d'origine, a designé les personnages, mais comme il travaillait sur Batman 2, il n'a pas pu travailler dessus. Batman le défi. Batman le défi, oui. Voilà, je simplifie. Batman Returns en VO. Exactement. Voilà. C'est Et encore en mieux. fait, la pré-production de L'étrange Noël a duré 6 mois et lui, il est resté que 2 semaines en gros. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Burton quitte les studios Disney en 84 et en 85, Warner Bros et l'acteur Paul Robbins veulent faire un film sur le personnage de Pee-wee Herman, qui est un enfant dans un corps d'adulte. Ils choisissent Tim Burton que Robbins avait rencontré à la California Institute of Arts et dont il avait apprécié les courts-métrages. Pee-wee Big Adventure sort donc et connaît un succès mitigé. Par la suite, Paul Robbins créera son show à la télévision avec Pee-wee Playhouse et Tim Burton est recontacté par la Warner pour adapter à l'écran les aventures de Batman. Pendant la pré-production de ce dernier, il va réaliser Beetlejuice qui posera son style pour la première fois en long métrage sur grand écran. Le film sort en 88 et Batman sortira en 89. Encore Michael Keaton qui jouait Beetlejuice. Oui. Ouais. Après l'énorme succès médiatique de Batman, la Warner lui donne le feu vert pour qu'il réalise un projet personnel. Burton veut en effet revenir dans son univers sombre et gothique. Lors de la pré-production de Beetlejuice, il rencontre la romancière Caroline Thompson qui l'aidera à l'écriture de ce scénario, racontant l'histoire d'un inventeur ayant réussi à créer un homme qu'il baptise Edward, doué d'intelligence mais surtout de créativité grâce à ses mains ciseaux qui lui permet de tailler des sculptures. Malheureusement, l'inventeur meurt avant d'avoir parlé à Edward du monde extérieur et surtout de lui donner la chose qui permet de créer et de ressentir, les mains. Il reste des années dans la solitude avant d'être trouvé par Peg, une représentante en cosmétique, et décide de le ramener chez elle. Edward va être comme capturé dans cet univers qu'il ne connaît pas, cette banlieue américaine entourée de personnes qui vont profiter de son art pour leur propre plaisir personnel, jusqu'à le transformer en vice. Il tombera amoureux de Kim, la fille de Peg. D'abord craintive, la jeune fille va finalement être séduite par la sensibilité du jeune homme et tomber petit à petit amoureux de lui. Ce film est sans doute le meilleur de Tim Burton pour la raison que c'est son plus personnel. Edward et Tim sont la même personne. Eux deux sont très similaires. D'ailleurs, comme moi aussi, on a tous les trois la même hérésie capillaire. Voilà. Non, plus sérieusement, ils vivent tous les deux la même chose. Tous les deux sont des artistes que la société essaye de marginaliser à leur façon. Rappelez-vous de l'expérience de Burton chez Disney, qui ne veut pas de ses travaux, mais qui utilise son art comme il le souhaite. Ce film est aussi la première collaboration de Burton et de Johnny Depp. Et le début d'une grande amitié, les deux hommes vont se retrouver l'un dans l'autre. Et lancer la carrière de Johnny Depp... C'est tendancieux ce que tu viens de dire là. Non, Attention, on va pas sur ce terrain-là. On est là pour parler cinéma. Tu me tends des perches en même temps. Oui. À l'époque où il était au bord de la déprime et du suicide, car il sortait de la série 21 Jump Street, et de quelques films, notamment son premier rôle au cinéma, Les Griffes de la Nuit, de Wes Craven. C'est avéré ça au bord du suicide ou Non, il était vraiment au bord du suicide à l'époque. D'accord, après 21 Jump Street. Oui, mais pas. Ok. Et j'explique pourquoi. Vas-y. Donc Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Et après ses premières expériences en comédie, Depp pense qu'il gardera toujours l'image du minet de la télé. Et c'est pour ça en fait qu'il commençait à déprimer, parce que quand on lui envoyait un scénario, bah, c'était toujours ça, c'était pour faire le minet, le beau gosse, et lui, il en avait marre de faire ça. Pour le rôle d'Edward, la production veut Tom Cruise. Burton n'est pas chaud, mais veut quand même bien le rencontrer. Il ne sera pas satisfait de la prestation de l'acteur, posant trop de questions sur le rôle et demandant une fin plus heureuse. Robert Downey Jr. et William Hurt sont envisagés, alors que Tom Hanks est approché, mais va préférer partir pour jouer avec Bruce Willis dans Le Bûcher des Vanités. Finalement, suite à une rencontre au restaurant, Depp sera choisi.
Voilà, le mec passe pas de casting, il va juste manger un morceau. Et puis, avec okay, bon, avec Tim Burton, ils vont parler et Johnny Depp lira le scénario et pleura, ce qui motivera Burton à l'engager. C'est facile, moi aussi je sais le faire, hein, c'est bon. Bon, Tim Burton, si tu nous écoutes. Non, plus sérieusement, pour revenir sur Edward, n'importe quelle personne qui, une seule fois, je pense que Clément, tu es un peu pareil, n'importe quelle personne qui, une seule fois dans sa vie, a inventé ou imaginé quelque chose, s'identifie au film. Il nous demande de nous évader dans notre imagination et de protéger sa créativité, le petit monde dans notre tête, et que personne ne viendra le détruire ou le pervertir. À noter que l'inventeur est joué par Vincent Price, la star de Tim Burton, et une star qui mourut, malheureusement, ce fut son dernier tournage. Mais la relation qu'il a entretenue avec Tim Burton, Tim Burton arrivera à la recréer dans Ed Wood, entre Ed Wood et Bela Lugosi. D'accord, ok. Ouais. L'avenir nous dira que plusieurs fois Burton s'est fait avoir, justement, sur cette créativité. Son style fut utilisé pour des commandes de films très mauvais, La planète des singes, Alice au pays des merveilles. Mais par bonheur, c'est en réalisant ces films oubliables que Burton peut continuer à nous faire partager son univers dans de meilleurs films. Big Fish, Mars Attacks, Rock'n'Weenie, Ed Wood. Alors à tous ceux qui disent que Burton ne fait plus de bons films, parce que je les connais, ou que tous ces films sont pareils, je réponds ceci. Ces films ne se ressemblent pas. Chacun est différent, mais Burton fait partie de ces réalisateurs qui aiment réutiliser certains gimmicks et certains sujets. Le gimmick est un jargon du cinéma qui définit un élément scénaristique ou visuel d'un film que l'on retrouve de façon récurrente. Par exemple, John Woo, qui fait souvent les mêmes plans de héros badass avec des gros flingues entourés de colombes blanches. D'autres aussi font ça. Terry Gilliam, Jean-Pierre Jeunet, Zack Snyder, Quentin Tarantino, Sergio Leone, même Chaplin en quelque sorte. À chaque nouveau film de Burton ou de l'un de ses réalisateurs, nous avons droit à un peu plus de leur univers, de leur monde imaginaire qu'ils aimaient créer étant enfants et qui maintenant veulent partager avec nous. Et pour ce qui est des bons films que Burton ne ferait plus, tout simplement, tout le monde fait des erreurs, même les génies. Mais si vous revoyez la filmographie de Burton, vous vous apercevrez que ses meilleurs films sont ses plus personnels, ceux qui parlent de lui ou de sa condition d'artiste, ou les films où il est le plus heureux de travailler. Dès qu'il s'agit d'une commande, c'est mauvais, tout simplement parce qu'il ne voulait pas le faire, mais que grâce à ça, il pourra réaliser un vrai projet par la suite. C'est un peu comme si on donnait à un élève un devoir sur lequel il ne veut pas travailler. Qu'est-ce que ça donne ? Quelque chose de mauvais. Mais si vous lui donnez une boîte de crayons, un stylo ou une caméra, il pourrait peut-être bien vous surprendre. Gardez ça en mémoire et continuez de rêver.